Je ne vous apprends rien, nous sommes en août et la plupart d'entre nous profitent de cette période, évidemment, d'une pour prendre le soleil, mais aussi évidemment pour partir en vacances, à la montagne, à la mer, boire un verre en terrasse. Bref, moi aussi j'en profite et je me dis souvent que je suis né à la bonne période. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Oui bon, en fait, avec les congés payés, les 35 heures, c'est vrai qu'on a eu quand même une amélioration de notre condition de travail lors de ce dernier siècle. Mais est-ce que toutes ces améliorations ne nous ont pas rendus finalement un petit peu feignants? C'est vrai que c'est des phrases que l'on entend souvent, les anciens travaillaient plus, les jeunes ont la flemme de travailler, ou du moins râlent tout le temps. Mais finalement, avec l'histoire, la question que je me pose, c'est est-ce que nos ancêtres travaillaient réellement plus que nous? Par exemple, si je vous parle de Moyen-Âge, qu'est-ce que vous imaginez? Des hommes et des femmes courbés dans leurs champs avec leurs outils rudimentaires à la main en train de faucher, bêcher, moissonner sous le soleil. Vous les avez sûrement déjà imaginés, sales, couverts de boue, dans un travail harassant pour leur seigneur, travaillant du matin au soir, du lever au coucher du soleil, sans jour de repos ni de congé, et cela tout au long de leur vie. Quand on pense au Moyen-Âge, on pense souvent aux paysans, des personnes asservies qui travaillent sans relâche, et on se dit quand même qu'on a pas mal progressé depuis, que nous on a les 35 heures, des week-ends, des congés payés, de très bonnes pauses déj. Et si je vous disais qu'en réalité, vous travaillez peut-être plus qu'un paysan du Moyen-Âge? Et je parle pas juste de quelques jours, selon plusieurs études historiques, vous pourriez travailler certains jusqu'à 65 jours de plus qu'un paysan du XIVe siècle. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les sources sont incomplètes, les situations très variables selon les régions, les époques et les corps de métier. Mais en gardant l'exemple des paysans, travaillait-on plus au Moyen-Âge? Ce moment n'est absolument pas une sponsor, ou à moins que la chaîne Rivenzi sponsorise cette vidéo, je ne sais pas, mais non, c'est juste un moment de discussion, et oui, en fait, j'aimerais discuter avec vous. D'abord pour vous remercier, parce que vous êtes plus de 200 000 à avoir rejoint la chaîne, donc pour ça, merci aux anciens, merci aux nouveaux aussi d'être là, de soutenir, de mettre des commentaires, ça nous fait très chaud au cœur, à l'équipe et à moi. Si je prends ce temps maintenant dans la vidéo, c'est parce qu'on a besoin de vous. Pour la rentrée et la nouvelle saison, on a réfléchi à 5 nouveaux formats qu'on vous a donc listés dans ce Google Form qui se trouve en description. Vous avez donc des formats d'interview avec des personnes qui ont vécu des moments historiques, des sujets plus sur des mystères de l'histoire ou qui font peut-être un petit peu peur, un petit peu goofy, des vidéos portraits sur des grandes figures historiques et un format sur les grandes dates de notre histoire, ainsi qu'un autre sujet un petit peu secret que je vous laisserai aller découvrir dans le Google Form. Voilà, je trouvais ça cool pour vous remercier et pour lancer la nouvelle saison qui arrive, de créer cet espace de discussion avec ces nouveaux formats, ces propositions et ces commentaires que vous pouvez nous laisser. Merci beaucoup encore de votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous souhaite un excellent visionnage. D'abord, la première chose à comprendre, c'est que le travail paysan au Moyen-Âge, c'est avant tout du travail donc agricole et qui est profondément rythmé par les saisons. Donc à partir de là, on se rend compte que c'est déjà bien différent de notre organisation contemporaine, où le temps de travail est réparti de façon quasi régulière toute l'année, à l'exception de quelques jours fériés et semaines de congés payés. À l'époque, la charge de travail des paysans varie énormément selon les moments de l'année. Typiquement l'été, c'est une période d'activité intense, et on le voit encore aujourd'hui dans nos campagnes, avec moisson, fenaison ou battage de blé, nécessitant énormément de travail. À ceci près bien sûr qu'au Moyen-Âge, la proportion de la population donc, qui est paysanne est beaucoup plus importante, ce qui fait que c'est toute la société qui vit au rythme de ces saisons, et on imagine particulièrement dans les villages où c'est toute la communauté qui va travailler dans ces moments de période très intense. Alors, les journées sont évidemment longues, le rythme soutenu et le temps de repos sont très rares. A l'inverse, l'hiver est une saison de ralentissement, puisque le gel, la neige, les sols détrempés ou durcis rendent les travaux des champs difficilement praticables. Mais cela ne signifie pas que les paysans se reposent totalement. En fait, ils consacrent du temps à des tâches secondaires mais essentielles comme réparer des outils, entretenir des bâtiments, fabriquer des objets domestiques, etc. etc. Mais ce n'est pas tout et encore un peu plus compliqué que cela. À ce rythme naturel donc dicté par les saisons vient se superposer celui de l'église. D'abord, en plus de l'ensoleillement, c'est le son des cloches qui cadence le quotidien et organise la journée. Ensuite, lors du 3e concile d'Orléans, en 538, l'Église consacre le dimanche comme le jour du Seigneur, le Dies Dominica. Il est à partir de ce moment-là recommandé de suspendre tout travail pour se consacrer à Dieu. Sous Charlemagne, roi des Francs, dès 768 à 814 et empereur d'Occident à partir de 800, cela devient une injonction. Dans l'Abdomitio Generalis, texte législatif majeur publié en 789, il est écrit « Aucune œuvre servile ne doit être accomplie le dimanche et les hommes ne devront pas s'y livrer aux travaux de la campagne. » À première vue de notre regard contemporain, ça paraît inoffensif, voire même plutôt bénéfique pour les paysans ce jour de repos. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette règle en fait s'accompagne de tout un dispositif
de coercition, qui est fondé sur la peur, la menace et des récits, pour ainsi dire, édifiants. En fait, déjà au VIe siècle, les écrits de l'évêque historien Grégoire de Tours propageaient l'idée selon laquelle le non-respect du repos dominical entraînerait colère et châtiment divin. Mais je crois que le plus marquant, en fait, c'est une lettre soi-disant écrite par Jésus lui-même. Celle-ci est tombée miraculeusement du ciel et elle circule depuis dans les campagnes, et la plus ancienne mention connue date de la fin du VIe siècle dans la péninsule ibérique. Et en fait, dans cette lettre, Jésus affirmerait que les grands malheurs qui frappent l'humanité, la guerre, les épidémies, les tempêtes, sont une punition pour le non-respect du repos dominical, et promettrait pluie, feu, grêlons de pierre et tremblements de terre aux désobéissants. Rien que ça. La question maintenant qu'on se pose, c'est pourquoi aller si loin dans la violence pour quelque chose qui semble finalement assez bénéfique pour la population qui travaille? Eh bien, en fait, parce que l'objectif de l'Église, c'est pas du tout le progrès social ou l'amélioration des conditions de travail. L'enjeu, en fait, c'est de renforcer son pouvoir. En fait, en forçant la population à consacrer un jour de semaine à la fois, l'Église ancre sa présence dans le quotidien, renforce son autorité et élargit son emprise sur l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, elle ne se tient pas qu'au dimanche, elle étend encore le repos en instaurant de nombreux jours chômés supplémentaires. En premier lieu, les fêtes religieuses majeures, Noël, l'Assomption, Pâques, les fêtes de saints locaux, les jours de jeûne. Tous ces jours, ils sont assez nombreux, mais ils sont difficiles à chiffrer avec précision. Déjà parce que la documentation dont on dispose est assez lacunaire, mais aussi parce que ça varie selon les diocèses. Effectivement, les évêques pouvaient ajouter eux-mêmes leurs propres fêtes. Mais globalement, si on essaye de retenir un chiffre, on estime qu'à la fin du XIIIe siècle, en plus des dimanches, il y avait entre 40 et 50 jours chômés par an. Alors si on devait regrouper tout ça théoriquement, ça nous donnerait près d'un quart de l'année qui est interdit au travail. Alors ça, évidemment, c'est comme les 35 heures aujourd'hui, c'est la théorie. Comme vous vous en doutez peut-être, dans les faits, beaucoup de paysans travaillaient quand même pendant ces jours-là. Parce qu'en fait, les jours chômés sont souvent les seuls jours où ils peuvent travailler pour eux-mêmes ou réaliser pas mal de tâches secondaires. Couper du bois, chercher de l'eau, gérer quelques tâches domestiques. Et aussi parce qu'à certaines périodes critiques, moisson, vendange, on ne peut tout simplement pas se permettre de jours de repos. Bref, tout ça pour vous dire qu'en pratique, le repos absolu pour tous les jours chômés restait relativement rare, surtout pour les plus pauvres. Déjà avec ces premiers éléments, je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que toute comparaison entre nos conditions de travail d'aujourd'hui et celles du Moyen-Âge sont assez bancales. En fait, c'est vrai que les organisations et même les objectifs du travail sont trop différents. D'un côté, on a un système en grande partie basé sur l'agriculture, rythmé par les saisons, et l'Église, sans horaire fixe ni contraint de travail. De l'autre, on a une économie salariale rationalisée, normée par des droits, bien sûr des contrats. Et aussi, et ça c'est très important, les valeurs que nous projetons en tant qu'individus et que société sur le travail n'ont rien à voir. Aujourd'hui, on parle d'épanouissement personnel, de quête de sens, de carrière, et c'est vrai qu'à l'époque, le travail est d'abord une obligation spirituelle et sociale. Il est justifié, légitimé et sacralisé d'une toute autre manière. Ainsi, ce n'est pas seulement l'organisation du travail qui rend la comparaison difficile, c'est aussi la manière dont aujourd'hui chacun pense, et même comment la société pense, justifie et valorise le travail lui-même. Et c'est ce qu'on va décortiquer un petit peu maintenant. Au Moyen-Âge, le travail agricole, pourtant dur, répétitif et éreintant, est très valorisé. Et vous allez le voir, ça ne vient pas de nulle part. En fait, cette valorisation, du moins celle qui est affichée, est construite, mise en scène et diffusée. Et là encore, l'Église y joue un rôle très important. Parce que pour elle, travailler, c'est participer à l'ordre divin du monde. Dès l'époque de Charlemagne, entre la fin du 8e et au début du 9e siècle, les clercs produisent des manuscrits enluminés qui mettent en scène les travaux agricoles suivant le cycle des saisons. Ces images réalisées dans les scriptoria des monastères traduisent de l'idée que les gestes du labeur sont ordonnés par un rythme voulu par Dieu. Travailler, c'est donc vivre en harmonie avec l'ordre divin du temps. À partir du 11e siècle, ces représentations investissent la pierre des églises, puis au 13e, les vitraux. On y voit des paysans faucher, moissonnier, sarcler, battre le blé, autant d'images sobres, épurées qui mettent en scène un personnage seul, dans une posture digne, presque hiératique. Et en fait, ces scènes, elles sont jamais toutes seules, elles cohabitent souvent avec des épisodes bibliques. Résultat, le travail, même le plus humble, est présenté non pas comme une simple activité de subsistance, mais comme un acte sacré, une participation à l'ordre divin du monde. Là encore, n'y voyez pas une volonté de l'Église de mettre en lumière les paysans de l'époque par pure bonté d'âme. Non, ce que fait l'Église, c'est chercher à légitimer une théorie que vous connaissez sans doute et que vous avez déjà entendue à l'école, c'est la théorie des trois ordres. Il y a une phrase célèbre du poème au roi Robert de l'évêque Aldébéron de Laon, vers les années 1027-1030, qui la résume très bien.
On croit que la maison de Dieu est une, mais elle est triple. Sur terre, les uns prient, les autres combattent, et d'autres enfin travaillent. Ce que ça dit, c'est que depuis le commencement, le genre humain est, par nature, divisé en 3 grands groupes. Il y a d'abord ceux qui prient, les oratores, ceux qui combattent, les bellatores, dont notamment les chevaliers, dont on a fait une vidéo sur l'un des plus fameux d'entre eux, Guillaume le Maréchal, ainsi que les laboratores, ceux qui travaillent. Cet ordre-là est présenté comme naturel et voulu par Dieu, ce qui est bien arrangeant pour le clergé et les nobles puisqu'il légitime leurs privilèges. Du coup, ils travaillent activement à l'ancrer dans les mentalités. C'est dans cet objectif qu'au XIIe siècle, vers 1170, l'évêque Étienne de Fougères publie le livre des Manières. Dedans, il dépeint un paysan paisible, loyal, qui accepte de son plein gré son labeur et sa position sociale. Il ne mangera pas le bon pain, son meilleur grain est pour nous, et le plus beau et le plus sain. Aux vilains, les mauvaises herbes. Et plus loin, il ajoute, plus il vit une pauvre vie, plus son mérite est grand. Et en fait, vous le comprenez, le labeur n'est pas présenté comme une tâche ingrate, la place des paysans n'est pas injuste, mais elle est même nécessaire au maintien de l'ordre voulu par Dieu. J'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de me demander à quel point est-ce que les paysans adhéraient à ce discours et à cette vision des choses. Et ça aussi pour le coup, et c'est assez frustrant, c'est assez dur à évaluer. D'après Mathieu Arnoux, il semblerait en effet que les paysans auraient pu en partie s'approprier le travail comme un élément central de leur identité et se sentir utile et digne dans cette fonction travail. Mais ce processus d'auto-valorisation ou d'acceptation de leurs conditions reste aujourd'hui très difficile à cerner. On ne peut pas dire avec précision dans quelle mesure il a existé, ni s'il n'y avait pas du tout même de contradiction entre soumission et fierté, ou même des contestations totales. Ce qu'on sait en revanche, c'est que des révoltes paysannes ont bien eu lieu au Moyen-Âge, et ce, tout au long de la période. Et en fait, les causes exactes de ces révoltes restent assez floues, car en réalité, on manque cruellement de sources qui nous donneraient le point de vue des paysans, et même leur vision d'eux-mêmes sur ces révoltes et leurs motivations personnelles ou collectives. La plupart des documents disponibles ont été écrits par le clergé, souvent destinés à l'aristocratie. Dans ces récits, les soulèvements sont fréquemment décrits comme des accès de folie collective, une volonté de renverser l'ordre sacré établi, et jamais décrits comme une réaction à la dureté du travail ou aux injustices vécues. Aujourd'hui, il est difficile, voire impossible d'évaluer ce que les paysans ressentaient vraiment vis-à-vis du travail, que ce soit de la dignité, de la fierté, ou au contraire une forme de soumission par rapport à celui-ci. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le travail au Moyen-Âge est pensé comme un pilier de la société qui maintient l'ordre divin. À partir de là, et vous le voyez donc, on est loin, très loin de notre conception moderne du travail. C'est une autre raison majeure pour laquelle la comparaison entre aujourd'hui et le Moyen-Âge est si délicate. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque époque a ses propres manières de penser le monde et d'organiser la vie en société par rapport à ça. Les paradigmes du travail au Moyen-Âge et ceux d'aujourd'hui n'ont presque rien en commun, ni dans la nature des activités, ni dans la façon de penser le travail, sa valeur, et même son rôle dans la société. Si la modernité, elle, s'intéresse à l'autonomie individuelle, à la liberté de choix, à la satisfaction de ses besoins et de ses désirs personnels, le Moyen-Âge, lui, s'intéresse davantage à la foi et au collectif. L'idéal à l'époque n'est pas de bien vivre, mais de sauver son âme et de gagner le paradis. Autrement dit, nos critères d'évaluation de la qualité du travail, comme le rythme, la pénibilité physique, le profit qu'on peut en dégager individuellement, ou le mérite personnel ne s'applique pas à la période médiévale. D'ailleurs, selon les historiens Jean-Pierre Vernant et Jacques Le Goff, en fait, dans les mondes anciens et médiévaux notamment, la notion même de travail, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, n'existait pas. En fait, cette notion moderne du travail, elle apparaît bien plus tard, à l'ère industrielle, dans l'Europe occidentale. Bon, à la fin de cette vidéo, vous ne savez toujours pas si votre condition de travail est préférable à celle d'un paysan du XIIIe siècle, et vous auriez raison. Et ce à quoi je vous répondrai, que ce n'est tout simplement pas comparable. Pas seulement parce que les tâches sont différentes ou que l'on travaille plus ou moins, mais parce que tout le cadre social, spirituel et symbolique qui entoure le travail est radicalement différent. Ne serait-ce aussi que le rapport aux heures et à la rentabilité de ces heures, qui a évolué au moment de l'ère industrielle en Europe occidentale. Alors oui, on entend souvent dans le débat public ou dans les médias des comparaisons historiques qui sont bien trop souvent lancées à la volée, mais elles sont rarement pertinentes. C'est pourquoi il est très important de contextualiser les figures ou les événements qu'on mobilise, et aussi de se demander qui parle, avec quel repère et à quelle fin. J'espère que cette vidéo un petit peu paradoxale de l'été sur le travail vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé. Et on revient évidemment en septembre très rapidement pour une nouvelle vidéo.